comment Peuple Solidaire s'investit pour défendre le travail décent? Alors, merci beaucoup d'abord. Je suis très contente d'être là pour vous présenter justement le travail de Peuple Solidaire sur la dignité au travail ou travail décent. Ce sont deux termes équivalents qu'on emploie pour parler de ces sujets-là, qui répondent à la question, enfin au titre de ce colloque, vivre de son travail, est-ce trop demandé? Je crois que c'est ça, hein, le titre qui a été choisi. Donc je suis venue vous présenter effectivement le travail de notre... Alors en quelques mots quand même, la Fédération Peuple Solidaire, très très rapidement, c'est une fédération qui relaie les luttes et les mobilisations de ses partenaires locaux dans les pays du Sud qui luttent pour le respect de leurs droits économiques et sociaux. Donc on travaille essentiellement sur deux thématiques, le travail décent d'un côté, la souveraineté alimentaire de l'autre, plus une thématique transversale à ces deux thématiques qui sont les droits des femmes, dont je vous dirai aussi un mot, et la responsabilité sociale d'entreprise qui est également une thématique un peu transversale à ces deux axes de travail. Je vais d'abord essayer de vous faire part des principales violations qui nous sont partagées qui nous sont remontées par nos partenaires locaux, justement ces organisations mobilisées de la société civile au Sud, les syndicats, les ONG avec lesquels on travaille et dont on relaie les appels et les demandes, particulièrement dans le secteur industriel, sur lequel on travaille beaucoup en ce moment, secteur du jouet, secteur de l'électronique, secteur de l'habillement, qui sont des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre dans lesquels les violations sont un peu similaires. Donc je vais essayer de vous faire part un peu des principales catégories de violations qu'on constate et qui nous sont remontées ces dernières années. La toute première catégorie de violations, c'est la question des salaires, des bas salaires. C'est la principale source de plainte des ouvriers et des ouvrières de ces secteurs que j'ai cités. Alors bon, la fourchette est large, mais comme vous le verrez, elle reste très très basse. Donc on constate sur ces trois secteurs dont j'ai parlé, le jouet, l'électronique, l'habillement, que les salaires sont en moyenne entre 50 et 160 euros par mois. Le secteur qui connaît les plus bas salaires, c'est vraiment le secteur de l'habillement, pour lequel la main-d'œuvre est peu qualifiée, ce qui explique les bas salaires, ce qui ne les justifie pas, mais qui les explique. Dans le secteur de l'habillement, qui est donc le moins bien loti, la majorité des ouvriers vivent sous le seuil de pauvreté, vivent avec moins de 2 $ par jour, pardon, quand même. Et donc, bien souvent, ce sont des salaires qui sont acceptés, c'est-à-dire que même le salaire minimum légal dans ces pays n'est pas un salaire qui est suffisant pour vivre. Donc au-delà du respect du salaire minimum légal, on constate que le problème, c'est plutôt d'essayer d'atteindre un salaire vital, c'est-à-dire un salaire qui permette de se nourrir, de se loger, d'envoyer ses enfants à l'école et de faire des économies pour sécuriser son avenir. Un autre sujet qui est vraiment très lié avec les problèmes des salaires dans ces secteurs, et particulièrement là encore dans le secteur de l'habillement, c'est la question des indemnités de licenciement. Ça peut paraître anodin, mais malheureusement, compte tenu des pratiques des entreprises dans ces différents secteurs, c'est vraiment un élément fondamental. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, dans le secteur de l'habillement, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment du jour au lendemain pour pouvoir, si par exemple elles sont en situation financière délicate, ne pas avoir à payer leurs ouvriers. Donc elles ferment. Et comme ces secteurs sont très facilement transférables, déplaçables, voilà, on prend juste les machines à coudre. Nous, on a constaté, par exemple, en Indonésie, c'était devenu vraiment un phénomène très très récurrent, que les usines de textiles fermaient dans la nuit. Elles rouvraient une usine à un autre nom dans la ville d'à côté. Toutes les ouvrières avaient été licenciées. J'utilise le féminin pluriel parce que comme c'est 80% des femmes, autant directement utiliser le féminin pluriel. Et évidemment sans aucune indemnité de licenciement. C'était devenu vraiment un problème récurrent, puisque ces travailleurs se retrouvaient à ne pas travailler plus de quelques mois dans la même usine, donc systématiquement, sans avoir d'indemnité, se retrouvant sans travail entre deux missions, d'une certaine manière, à tel point que c'était devenu pour nous aussi une demande auprès des multinationales donneuses d'ordre, de leur dire, à partir de maintenant, vous prévoyez un fonds pour pouvoir payer les indemnités de licenciement de vos sous-traitants s'ils ne sont pas en mesure de les payer.
Donc ça, c'est la première catégorie de violation. La deuxième, qui est intimement liée au problème des salaires, c'est la question des heures de travail excessives. Alors là encore, ça varie en fonction des différents secteurs dont je vous ai parlé, mais on voit des cas d'usines dans lesquelles les ouvriers travaillent jusqu'à 96 heures par semaine, 10 à 18 heures par jour et jusqu'à 7 jours sur 7. On constate évidemment que c'est très difficile de donner en même temps des moyennes parce que ce sont bien souvent des industries et des productions qui sont saisonnières, qui subissent une certaine saisonnalité. Par exemple, dans le secteur du jouet, on constate que le pic de production, ça va être plutôt en été pour produire les jouets pour Noël qui vont être sur nos étals à Noël. C'est vrai aussi pour la mode, les pics de production sont plus réguliers puisqu'on est passé, comme vous le savez, de 2 saisons, avant on avait printemps, été, automne, hiver, à 6 saisons maintenant avec le phénomène de fast fashion. Des magasins comme H&M proposent 6 saisons différentes, donc ça fait des pics de production à répétition, mais ça veut dire quand même que la production n'est pas constante, il y a des pics. Et donc, les heures de travail qui sont demandées aux ouvriers ne sont pas les mêmes. Il y a des périodes pendant lesquelles les ouvriers vont faire très peu d'heures de travail et des périodes pendant lesquelles ils vont se retrouver en surcharge totale, travaillant jour et nuit sans s'arrêter pour honorer les commandes des donneurs d'ordre. Et puis, la question des heures supplémentaires, évidemment, qui est en lien avec ça, les heures supplémentaires obligatoires qui sont soit payées en dessous de ce qu'elles devraient être, puisque la loi, bien souvent, alors en fonction des pays, ça peut changer, mais en Chine, par exemple, la loi prévoit que les heures supplémentaires doivent être payées 1,5 à 2 fois plus que les heures normales. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a certaines entreprises, usines qui dévient un peu de la loi en instaurant des quotas. Ça, c'est vraiment le phénomène le plus courant. C'est-à-dire qu'ils disent aux ouvriers, vous êtes supposés travailler 8 heures dans la journée, mais vous avez tel quota à remplir. Donc si au bout de 8 heures, ils n'ont pas fait leur quota, ils sont obligés de rester pour finir et puis pour faire le quota. Et puis s'ils deviennent très productifs, très bons et qu'ils arrivent à faire les quotas qui leur sont imposés dans le nombre d'heures qui leur sont imposées, dans ce cas-là, on augmente les quotas de manière complètement arbitraire et ça évite d'avoir à payer des heures supplémentaires. C'est évidemment totalement illégal, ça ne répond absolument pas à ce que prévoient les conventions internationales, mais c'est un phénomène que l'on observe malheureusement de manière très très courante. L'autre violation que j'aurais presque dû mettre en premier, parce que c'est vraiment la pierre angulaire de toutes les autres violations, c'est-à-dire la liberté syndicale, c'est ce qui permet, et c'est la raison pour laquelle aussi c'est l'une des demandes principales de nos organisations, la liberté syndicale, c'est ce qui permet d'obtenir des améliorations pour les ouvriers dans les usines de manière pérenne, de manière durable, et de ne pas avoir une avancée à un moment donné parce qu'il y a eu une grève, parce qu'il y a eu un mouvement, et puis dès que la grève est passée, hop, on recommence à violer les droits des travailleurs. Donc la liberté syndicale, c'est généralement le signe, c'est un très bon marqueur dans un pays d'une situation bonne ou mauvaise. Comment ça se passe l'absence de liberté syndicale? Généralement, c'est l'interdiction de créer des syndicats dans ces pays et dans ces industries en particulier. Alors ça peut passer par des zones franches, dans lesquelles, en dehors des avantages fiscaux dont bénéficient les entreprises, il y a aussi des avantages d'autres types, comme par exemple le fait que les syndicats n'ont pas le droit de rentrer dans ces zones franches. C'était le cas dans les zones franches, les zones économiques du Bangladesh où était produit l'habillement, où sont produits toujours les articles d'habillement, et où les syndicats aujourd'hui ont accès, mais avant le drame du Rana Plaza dont vous avez tous entendu parler, les syndicats n'avaient pas accès à ces zones franches. Il y a aussi des cas de répression syndicale dans certains pays, par exemple aux Philippines, au Guatemala, il y a encore beaucoup, la liste malheureusement de la répression syndicale est très très longue, ce qui va jusqu'à l'assassinat de syndicalistes. Dans d'autres pays, parce que justement les dénonciations de la communauté internationale, des ONG ont été très fortes, il y a des techniques un peu parallèles qui se sont mises en place. Par exemple, aux Philippines, maintenant, on constate de plus en plus un phénomène de criminalisation des syndicalistes, qui consiste à accuser les syndicalistes de crimes ou de délits qu'ils n'ont pas commis pour les empêcher d'agir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui empêche vraiment les syndicats de faire leur travail, et de manière vicieuse, parce qu'en plus, comme c'est une criminalisation qui peut paraître moins choquante aux yeux de la communauté internationale au premier abord, évidemment, qu'un assassinat, elle est moins bien rapportée, il y a moins de bruit qui est fait, et la couverture médiatique est moins importante. Donc c'est vraiment un problème
très répandue dans les pays qui répriment les syndicats. Et puis enfin la question des syndicats qui ne sont pas indépendants. Alors ça, on constate qu'il y en a énormément, soit parce que, par exemple, si on prend l'exemple de la Chine, il existe des syndicats, mais ils sont tous affiliés au syndicat unique qui est lié au parti unique. Donc l'indépendance, évidemment, n'est pas possible. Ou dans d'autres pays, il y a des syndicats qui sont directement créés par les usines elles-mêmes, par les entreprises elles-mêmes. Donc on appelle des syndicats jaunes qui ne sont pas en mesure de défendre correctement les droits de leurs ouvriers. Évidemment, il y a le problème, alors celui dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, de la santé et de la sécurité au travail. On en a beaucoup parlé suite au drame du Rana Plaza qui, comme vous l'avez dit en introduction, a fait 1138 morts et plus de 2000 blessés. Donc évidemment, ça a éveillé les consciences d'une certaine manière sur les questions de problèmes de santé et de sécurité. Il y a des problèmes, là encore, qui sont moins médiatisés, mais tout aussi répandus, et même beaucoup plus répandus, qui sont liés à ces longues heures de travail dont je parlais tout à l'heure, les heures excessives, le travail très répétitif et sous pression sur les chaînes de production pour produire le matériel électronique, les jouets, l'habillement, etc., et qui causent des problèmes à terme très graves et qui ne sont pas diagnostiqués, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'examens médicaux, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de sensibilisation. Et qui donc ne sont pas non plus pris en charge lorsqu'ils arrivent. Il y a les problèmes liés à la manipulation de machines et de produits dangereux. Alors c'est vrai, par exemple, on l'a constaté ces derniers temps dans l'industrie du jouet, beaucoup de produits chimiques qui sont utilisés sans protection adéquate par les ouvrières, qui n'ont pas les masques qu'il faut, pas les gants qu'il faut, ou qui ne les mettent que pour les contrôles au moment où les auditeurs des donneurs d'ordre arrivent pour faire des contrôles. Le problème, c'est souvent que les protections, les gants, masques, ou les protections sur les machines aussi, par exemple, sur le jouet ou sur l'électronique, il y a des machines qui sont dangereuses. Si on met sa main dessous, on risque de se faire couper la main, donc il y a des protections qui sont mises en place. Mais si on fait sauter cette protection, la machine va plus vite. Donc la productivité augmente. Donc évidemment, ce que font les patrons d'usine pour pouvoir, là encore, honorer les commandes de leurs donneurs d'ordre, c'est couper les protections des machines, c'est éviter de mettre des masques, parce qu'avec les masques, les ouvriers ont chaud, ils ont du mal à respirer, et donc ils ne sont pas à l'aise, donc ils produisent moins. Pareil pour les gants, avec les gants, ils sont moins rapides, donc on préfère leur dire d'enlever les gants, comme ça la productivité est meilleure. Les incendies et les effondrements d'usines, je ne vais pas m'étendre, mais le Rana Plaza n'était pas une nouveauté, bien sûr. Depuis 2005, nous on dénonce au Bangladesh les incendies et les effondrements d'usines. Ça avait commencé avec l'effondrement d'une usine qui s'appelait Spectrum en 2005, qui avait fait une 60aine de morts. On n'en avait pas parlé dans les médias parce que 60 morts au Bangladesh, malheureusement, ça ne suffit pas à être relayé dans les médias internationaux. Mais on a compté depuis 2005, nous, 1180 morts dans des incendies et des effondrements d'usines, et encore, c'est uniquement ce qu'on a pu recenser. Donc au Bangladesh, on sait, au Pakistan, au Cambodge, on sait que c'est un problème récurrent. Ces usines qui ont poussé comme des champignons à partir des années 80 pour justement les investisseurs étrangers qui délocalisaient pour produire de l'habillement en particulier, mais aussi d'autres produits dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre. Des usines qui se sont installées dans des bâtiments qui ne sont pas prévus à cet effet, donc qui risquent de s'écrouler à tout moment, ou dans lesquels l'électricité n'est pas aux normes, et donc qui provoquent des incendies. Bien souvent, le plus grave, c'est que, par exemple, dans les incendies, le grand nombre de morts n'est pas dû à l'incendie lui-même, mais au manque de système de sécurité, des sorties de secours qui sont bloquées, là encore parce qu'on veut empêcher les ouvriers de prendre des pauses, parce que ça nuit à la productivité, des fenêtres des barreaux qui sont installés aux fenêtres pour empêcher, là encore, les ouvriers de sortir pour prendre des pauses qui nuiraient à la productivité. Donc on se rend compte que bien souvent c'est ça, c'est le fait qu'ils soient bloqués, piégés au cours d'un incendie qui fait que le nombre de morts augmente et non pas presque l'incendie en lui-même. Et puis évidemment il y a le problème des indemnisations. Une fois que toutes ces victimes sont là, que les familles qui dépendent des revenus des personnes qui travaillaient dans ces usines se retrouvent sans ressources, il n'y a aucun système d'indemnisation qui est prévu. L'État, localement, a des systèmes, mais qui sont très largement insuffisants pour indemniser les victimes. Et les marques clientes ne sont pas spontanément amenées à indemniser les victimes. Il a fallu un certain nombre de campagnes pour obtenir des indemnisations. Dans certains cas très particuliers, ça n'est absolument pas systématique.
Autre catégorie très importante et transversale de violation, c'est la question des droits des femmes. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans ces secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, pour lesquels peu de compétences sont exigées, ce sont des travaux répétitifs qui ne nécessitent pas de compétences ou de connaissances particulières, on constate que ce sont jusqu'à 80% de femmes qui sont employées. Alors, pourquoi beaucoup? Évidemment, c'est lié aux discriminations, aux stéréotypes locaux des employeurs qui voient les femmes comme une main-d'œuvre plus docile, plus facilement exploitable, et qui du coup imposent aussi cette docilité et cette exploitation aux femmes qu'ils emploient. Ce sont aussi des emplois très mal payés, comme je vous le disais tout à l'heure, donc qui attirent plutôt des femmes, qui ne demandent pas beaucoup de compétences, comme je vous le disais, et comme les femmes ont moins accès à l'éducation, eh bien, ce sont plus facilement les femmes qui vont être dans ces emplois. Il y a ensuite des violations qui sont spécifiques aux ouvrières, donc aux femmes. Il y a le harcèlement sexuel, qui est très courant dans ces usines, puisque les patrons, eux, sont plutôt des hommes. Les violences physiques au travail, mais aussi les violences physiques sur le chemin du travail, liées évidemment au fait que ces femmes font de très longues heures de travail, donc parfois finissent très tard dans la nuit, et du coup, sur le chemin du travail, elles sont très souvent agressées. Ça, c'est un problème qui revient de manière vraiment, vraiment récurrente. Et puis les discriminations envers les femmes enceintes aussi, on constate très souvent dans ces usines qu'on demande aux femmes de signer par exemple des engagements disant qu'elles ne sont pas mariées, pas enceintes. Si elles tombent enceintes, elles ne sont pas payées, elles ne bénéficient pas du congé maternité, bien qu'un certain nombre de législations le prévoient localement et qu'évidemment les conventions internationales le prévoient. Certaines femmes sont obligées même de travailler jusqu'au dernier jour, jusqu'à l'accouchement, parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir de rémunération pendant le temps de leur grossesse. Il y a le travail temporaire aussi, qui est une catégorie de violation de plus en plus, dont nos partenaires nous font de plus en plus part. Pourquoi? Parce qu'en fait, en raison, alors c'est beaucoup, là je vous ai mis une photo d'une agence d'intérim par exemple en Chine, ils ont de plus en plus de mal à trouver des travailleurs pour ce type de travail qui, comme je vous disais, il y a des pics de production. Donc à un moment donné, on va embaucher du monde et puis après, on n'a plus de travail. Donc en fait, pour que ça coûte moins cher aux usines et puis pour pouvoir produire à bas prix, ce que vont faire les usines, c'est qu'elles vont virer tout le monde à ce moment-là. Donc le plus simple, c'est de prendre des travailleurs intérimaires. Comme ça, on les paye qu'au moment où on a besoin d'eux. Et puis on prend les mêmes ensuite, un mois plus tard ou 2 mois plus tard, si on a besoin d'eux à nouveau pour un pic de production. Ça évite d'avoir à payer l'ancienneté des travailleurs. Donc on fait comme ça des économies assez importantes. Donc on multiplie soit les contrats à durée indéterminée, de courte durée, soit le travail intérimaire. Et puis, il y a aussi un nouveau phénomène qu'on constate notamment dans le secteur de l'électronique et du jouet, c'est le recours abusif, et notamment en Chine en particulier, où sont fabriqués beaucoup ces produits, c'est le recours abusif à des stagiaires ou à des étudiants dits stagiaires. Donc pareil, pendant les périodes de pic de production, ça tombe bien, c'est pendant l'été, c'est pendant les périodes où les étudiants, par exemple, sont en vacances, on emploie des étudiants qu'on paye moins, qu'on traite aussi mal, voire pire que les ouvriers normaux, et puis qu'on licencie ensuite à la fin de cette période-là, en ayant pu faire des économies par rapport à des employés normaux, entre guillemets. Il y a enfin le travail d'enfant dont on a beaucoup parlé, mais malheureusement on est obligé de continuer d'en parler puisqu'on a constaté encore dans les dernières enquêtes qu'ont réalisées nos partenaires du China Labour Watch dans la chaîne d'approvisionnement de Samsung en Chine, qu'il y avait encore des enfants qui travaillaient sur les lignes de production. Ce qui est terrible, c'est qu'évidemment ces enfants travaillent dans des conditions similaires à celles des adultes, donc avec des très mauvaises conditions de travail, et que leurs salaires sont même inférieurs. C'est également pour ça qu'on emploie ces enfants. Là encore, une main-d'œuvre docile, facilement exploitable, et qu'on n'est pas obligé de payer autant que les adultes. L'affichage de ces usines est évidemment de dire qu'ils contrôlent l'identité des enfants, etc. Ce qu'on constate malheureusement, c'est qu'il y a énormément de fausses cartes d'identité qui circulent et qu'il n'y a pas un contrôle sérieux de la part des usines pour empêcher les enfants de travailler dans ces usines. Et enfin, dernière catégorie de violation des droits des travailleurs, c'est celle de l'exploitation des travailleurs migrants. Là encore, une main-d'œuvre qui est très prisée de ces usines à forte intensité de main-d'œuvre, parce que exploitable. Pourquoi est-ce que cette main-d'œuvre est exploitable? Parce qu'elle est plus sensible à certaines pressions.
Le fait que par exemple ces migrants n'aient pas de papier, alors ça peut être des migrants de pays limitrophes, hein, c'est le cas, ça a été le cas beaucoup en Thaïlande, en Malaisie, d'avoir des migrants vraiment des pays limitrophes. Ça peut être des migrants qui viennent de pays plus lointains. Au Moyen-Orient, on constate de plus en plus qu'il y a des travailleurs migrants asiatiques, ou ça peut être des migrants de l'intérieur du pays, c'est le cas beaucoup en Chine. Dans tous les cas, ce sont des personnes qui sont en situation de faiblesse, puisque des problèmes de papier, donc qui ne veulent pas, voire même dans certains cas, on a des usines qui retiennent les papiers d'origine de ces travailleurs migrants pour les séquestrer. Là, on est vraiment dans des cas de travail forcé. Dans d'autres cas, ce sont des personnes qui n'ont pas de papier et donc évidemment qu'on peut facilement menacer de dénoncer aux autorités, et donc à qui on peut demander à peu près tout et n'importe quoi. En plus, ce sont souvent des gens qui sont fortement endettés, donc qui n'ont pas le choix, qui sont obligés d'accepter des mauvaises conditions de travail juste pour gagner ce qu'il faut pour rembourser les trafiquants, les passeurs, et puis renvoyer de l'argent à leur famille aussi, parce que c'est souvent pour ça qu'ils sont envoyés en tant que travailleurs migrants pour travailler. Voilà une liste à peu près représentative des principales violations dont nous font part nos partenaires à l'heure actuelle dans ces secteurs à forte intensité de main-d'œuvre. Alors rapidement maintenant, passons aux responsabilités que l'on a identifiées dans ces différents cas et qu'ont identifié nos partenaires aussi. Alors ce petit graphique, je m'en excuse d'avance, mais voilà, c'est pour essayer d'expliquer ce phénomène de délocalisation et ce phénomène de dilution des responsabilités, mais que j'essaye de montrer quand même ici, dont j'essaye de montrer qu'elle est quand même liée à l'entreprise, et notamment à la maison mère, c'est-à-dire à l'entreprise donneuse d'ordre, dans les différents cas dont je vous ai parlé. Donc là, l'entreprise donneuse d'ordre, c'est cette belle maison rose qui est à gauche de l'écran. Les petites usines bleues que vous voyez avec un petit 1 dessus, ce sont les sous-traitants ou les fournisseurs dits de rang 1. Donc ça va être les usines dans lesquelles cette entreprise va se fournir officiellement. Et la raison pour laquelle j'ai mis un rond autour comme ça rose, c'est parce que ce sont les usines généralement que ces donneurs d'ordre prétendent et sont effectivement en mesure de contrôler. Bien souvent, on a depuis les années 90, depuis qu'on dénonce un peu toutes ces violations et la responsabilité de ces entreprises, multinationales en particulier, on a des entreprises qui adoptent des codes de conduite, des chartes, qui font des audits sociaux, donc des contrôles de ces usines pour vérifier que les conditions de travail sont conformes à ce à quoi elles se sont engagées dans leur charte ou dans leur code de conduite. Mais malheureusement, ce cercle de contrôle, donc, il ne peut pas aller bien au-delà de ces sous-traitants ou ces fournisseurs de rang 1. Et ce que vous voyez, donc la flèche en jaune et puis les premières lignes rouges qui vont jusqu'à ces entreprises, ces fournisseurs de rang 1, c'est ce qu'on appelle les pratiques d'approvisionnement en quelque sorte, donc les prix qui sont demandés à ces entreprises pour produire les jouets, l'habillement, etc. Les délais qui leur sont imposés, c'est-à-dire on leur dit vous allez devoir produire 4000 pièces de chaussettes dans 2 semaines, et l'instabilité du parc fournisseur, alors c'est un mot un peu barbare, mais c'est le fait que bien souvent les entreprises, là encore pour faire de plus grands profits, vont jouer sur le fait que ces entreprises, là j'en ai mis 3, mais évidemment elles sont des milliers dans la plupart des pays dont on a parlé, en Chine, au Bangladesh, en Thaïlande, etc., vont jouer sur la concurrence acharnée que se livrent ces usines entre elles pour butiner de l'une à l'autre. Donc un jour elles vont se fournir chez l'une, et puis le lendemain elles vont se fournir chez l'autre parce qu'elles proposent des prix plus intéressants. On a même constaté dans la chaîne d'approvisionnement d'une grande entreprise française de la grande distribution des phénomènes d'enchères inversées par exemple, donc des enchères qui sont mises sur des plateformes internet et dans lesquelles on dit voilà, commande de 50 000 articles, 50 000 chaussettes pour dans 2 semaines, quelle usine va proposer le meilleur prix? Et voilà comment on va aller se fournir dans l'usine de chaussettes, la mieux-disante commercialement, mais sans doute pas la mieux-disante socialement. Donc ça, c'est un peu toutes les sortes de pressions qu'il peut y avoir qui sont faites sur ces entreprises. Et vous voyez là le petit, je ne sais pas comment appeler ça, ce petit truc rouge, cette petite étincelle, c'est comme ça que j'ai symbolisé les violations des droits des travailleurs. En général, là, vous avez des violations déjà d'un certain niveau. Mais comme c'est un cercle qui est quand même relativement contrôlé, c'est-à-dire de temps en temps, il y a quand même des auditeurs qui viennent vérifier, en général, les violations ne sont pas aussi importantes que
dans le deuxième cercle ou dans le troisième. Alors, j'avais pas la place sur ma slide, mais malheureusement, c'est ce qu'on appelle la sous-traitance en cascade. Cette sous-traitance peut aller jusqu'à 4, 5 rangs, voire plus dans certains cas extrêmes. Et là, les violations, toujours symbolisées par ce petit schéma subtil rouge, sont de plus en plus importantes parce qu'elles sortent du cercle de contrôle de la maison mère et de l'entreprise donneuse d'ordre. C'est aussi dans ces entreprises de rang 2 ou au-delà que l'on trouve ce qu'on appelle la sous-traitance informelle ou la sous-traitance sauvage. C'est un phénomène que d'entre vous ont découvert avec le Rana Plaza, puisqu'un certain nombre d'entreprises, notamment les entreprises françaises qui étaient produites au Rana Plaza, ont découvert elles-mêmes qu'elles étaient produites au Rana Plaza au moment de l'effondrement de l'usine. En fait, elles ne le savaient même pas. C'était effectivement pas des fournisseurs qui étaient dans leur liste de fournisseurs, mais du fait de ces pressions, les prix bas, les délais courts et l'instabilité du parc, les pressions étaient telles sur ces entreprises, sur ces usines de rang 1, que pour ne pas perdre des commandes qui leur étaient passées par des grandes entreprises multinationales donneuses d'ordre, elles ont préféré sous-traiter certaines productions à d'autres entreprises comme le Rana Plaza, plutôt que de risquer de perdre une commande en avouant à leur donneur d'ordre qu'elles n'étaient pas en mesure de produire dans ces conditions-là. Donc ça, c'est un peu pour vous donner pour vous montrer le cercle vicieux de ces délocalisations de production dans différentes usines et de cette sous-traitance en cascade avec cette dilution de responsabilité au fur et à mesure et surtout de contrôle qui va avec par les entreprises donneuses d'ordre, donc qui nous fait pointer du doigt la responsabilité des entreprises. Et puis il y a bien sûr la responsabilité des États, qui est évidente. Alors les États du Sud, le terme État du Sud est plus très adapté, mais si on reprend les exemples dont on a parlé, le Bangladesh, la Chine, la Thaïlande, les Philippines, ces différents États où sont produits les produits de grande consommation dont on parle, n'ont soit pas de régulation adaptée pour protéger les droits des travailleurs, soit ils en ont une, mais ils ne l'appliquent pas. Si on prend l'exemple du Bangladesh, par exemple, ils sont dépendants, leur économie est à 80% dépendante des exportations d'habillement. Il est évident que le Bangladesh va faire tout ce qui est en son pouvoir pour attirer, pour arranger les investisseurs étrangers, les grandes marques d'habillement qui veulent s'installer sur son territoire, en offrant des conditions attractives en matière de main-d'œuvre, en matière de liberté syndicale, donc de non-liberté syndicale, etc. Donc on va avoir une non-mise en œuvre de la régulation locale et un accès à la justice limité aussi pour les victimes de ces différentes violations. Et puis au nord, on a également une absence de régulation, alors pas sur le territoire. En France, si on a un accident du travail, on est plutôt bien loti, encore que pas toujours, mais au moins on a des recours. En revanche, une multinationale française qui va faire exactement la même chose sur un territoire étranger, en passant par un sous-traitant, comme on l'a vu tout à l'heure avec le schéma que je vous ai montré, là, elle n'est plus du tout, elle ne tombe sous la coupe de personne, donc elle n'est plus du tout régulée, ses activités ne sont plus du tout régulées. Ça revient à dire qu'elle a le droit de faire à l'étranger ce qu'elle ne fait pas, ce qu'elle n'a pas le droit de faire chez elle. Donc on arrive avec, encore une fois, un petit dessin très subtil, une absence d'accès des victimes à la justice, puisqu'elles n'ont pas de recours au sud, et qu'elles n'ont pas de recours non plus au nord pour les violations qu'elles subissent. Alors maintenant, quelle est la mobilisation militante et citoyenne? Alors il y en a beaucoup, je vais vous donner que quelques exemples et très rapidement. Caroline, en plus, on a déjà donné beaucoup sur ce qui se fait sur ces sujets-là. À Peuple Solidaire, on fait ce qu'on appelle des appels urgents, donc ce sont des campagnes de lettres, de pression sur des cas très concrets. Les différents cas de violation dont je vous ai parlé, ce sont tous des cas de violation qui nous ont été remontés via des appels urgents, c'est-à-dire des organisations de la société civile locale qui ont fait appel à nous pour faire pression sur des entreprises pour améliorer les conditions dans une ou deux usines en particulier. Alors on a un appel qu'on lance depuis très longtemps sur Mattel, par exemple. Alors à chaque fois, je vous ai mis en bas une photo illustrant les violations dans le pays du Sud, et en haut ce qui a été fait, la mobilisation qui a été menée au Nord.
Donc vous voyez, pour Mattel par exemple, on avait dénoncé les conditions de travail et les conditions de fabrication des jouets Mattel qui se retrouvent donc sur nos étals à Noël et qui sont achetés par nos enfants. Ces conditions qui sont dénoncées depuis bientôt 10 ans par les ONG et qui ne s'améliorent pas, c'est-à-dire que Mattel prend des mesures, encore une fois en superficie, adopte des chartes, multiplie les audits sociaux, mais ne change pas ses pratiques d'approvisionnement, refuse d'augmenter ses prix à la commande, refuse d'augmenter ses délais et refuse de stabiliser son parc fournisseur. Donc nous, on a développé toute une campagne sur le modèle de la Barbie ouvrière. Donc on a, voilà, de manière parodique, essayé de détourner ça. On a obtenu plusieurs dizaines de milliers de signatures pour cet appel urgent. On a obtenu, grâce à cette mobilisation, que Mattel accepte d'ouvrir le dialogue avec l'ONG chinoise qui mène ces enquêtes et qui se mobilise localement. On est encore loin du compte, mais on se rend compte, et c'est ce que nous disent les partenaires locaux, que le fait de maintenir ces mobilisations permet au moins de ne pas revenir en arrière. C'est-à-dire que les acquis qu'on a obtenus, les améliorations qu'on a obtenues, notamment dans l'industrie du jouet, qui malheureusement ne fait plus la une de l'actualité aujourd'hui, on arrive à les maintenir avec cette mobilisation-là. Si on s'y intéresse plus, si on arrête les campagnes, les usines sur place violent encore plus les droits et reviennent en arrière par rapport à ce qu'on avait obtenu. Alors on est vraiment loin d'avoir des conditions décentes dans l'industrie du jouet, mais voilà, c'est ces mobilisations qui permettent au moins de pas revenir en arrière. Après, il y a le cas de Samsung, dont on a beaucoup entendu parler. Il y a eu le reportage de Cache Investigation. Ils ont été nominés, peut-être vous en avez entendu parler, au prix Pinocchio, qu'on co-organise avec les Amis de la Terre et le CRID. Et ils ont gagné dans leur catégorie main sale, poche pleine, le prix Pinocchio. Ils ne sont pas venus recevoir leur prix, j'étais un peu déçue. C'était pour l'emploi d'enfants en particulier dans leurs usines. Samsung qui continue de nier que ces enfants sont des enfants, en nous opposant que leur fausse identité serait leur véritable identité. Évidemment, si vous avez vu le reportage d'Élise Lucet, vous avez pu vous rendre compte à quel point ces propos sont ridicules. Et puis Camaïeu, alors là c'était plutôt une victoire. Sur le cas du Rana Plaza, c'était l'une des 3 entreprises françaises qui avait été identifiée dans les décombres du Rana Plaza. On avait lancé cet appel urgent, on avait obtenu là encore plusieurs dizaines, enfin on avait obtenu 1 million de signatures en tout à l'international sur le cas du Rana Plaza. Camaïeu n'avait pas bougé, avait accepté de signer un accord de prévention des incendies et de sécurisation des usines au Bangladesh, mais n'avait pas accepté de contribuer au fonds d'indemnisation. On a mené une action devant un magasin Camaïeu l'année dernière, et c'est à la suite de cette action et à la suite de cet appel urgent que Camaïeu a finalement accepté de contribuer à ce fonds d'indemnisation, qui est malheureusement aujourd'hui qui n'a toujours pas suffisamment d'argent pour indemniser pleinement les victimes, mais auxquelles ont contribué quand même 2 des 3 entreprises françaises qui avaient été identifiées grâce à ces campagnes citoyennes. Enfin, il y a des campagnes plus globales. Il y a une campagne qui a été lancée par le collectif Éthique sur l'étiquette, dont le CCFD et Peuple Solidaire sont membres, qui s'appelle Soldé EES. C'est une campagne pour le salaire vital, ce salaire dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne doit pas être un salaire seulement minimum légal, mais qui doit être un salaire qui permette aux ouvriers de vivre dignement. Cette campagne, elle vise à interpeller les marques françaises, plus largement toutes les marques, pour qu'elles prennent en compte ce salaire vital dans leur pratique d'achat, justement dans leur pratique d'approvisionnement, et qui vise à mobiliser et à sensibiliser les citoyens pour qu'ils le réclament eux-mêmes des marques françaises. Et enfin, la dernière chose sur laquelle je passerai ensuite la parole à Monsieur Noguès, c'est le travail de plaidoyer. Alors avec le travail de plaidoyer, je voulais vous parler aussi d'une action qui pour nous va un peu avec le plaidoyer, c'est les actions en justice. Dans le cas du Rana Plaza, par exemple, on l'a fait aussi dans d'autres cas, on a décidé avec une organisation qui s'appelle Sherpa et avec le collectif Éthique sur l'étiquette de déposer une plainte en justice contre Auchan. Comme il n'est pas possible, puisque je vous le disais tout à l'heure, pour les victimes du drame du Rana Plaza de déposer une plainte pour demander des indemnisations à l'heure actuelle, la loi ne le permet pas, bien qu'Auchan ait été responsable de ce qui s'est passé, en partie responsable, ça n'était pas la seule marque présente au Rana Plaza, mais c'était l'une des marques présentes. Malgré cette présence, il n'est pas possible pour les victimes de demander justice à Auchan en France. Donc on a voulu dénoncer cette situation en déposant une plainte sur le seul fondement qui est possible à l'heure actuelle, qui est les pratiques commerciales trompeuses. C'est-à-dire qu'on s'est
on a déposé cette plainte en tant que consommateur, en tant que citoyen, en disant si on va sur votre site, Auchan, on voit que vous êtes un donneur d'ordre éthique, que vous vous engagez à respecter les droits des travailleurs tout au long de votre chaîne d'approvisionnement, que vous prétendez contrôler cette chaîne d'approvisionnement, que vous faites même référence au devoir de vigilance des multinationales. Or, vous refusez de reconnaître votre responsabilité dans le drame du Rana Plaza et d'indemniser les victimes. Au moment où on avait déposé la plainte, Auchan n'avait pas encore accepté d'indemniser et de participer au fonds d'indemnisation. Cette plainte, elle a permis l'ouverture d'une enquête préliminaire qui est actuellement en cours. Si elle aboutit, ce sera une grande première. Ce sera une grande première pour deux raisons. La première, c'est que jusqu'à présent, les codes de conduite, les engagements éthiques des marques n'ont jamais été reconnus comme étant opposables en justice. Donc là, ce serait la première fois qu'on dirait à une marque « Vous avez le droit de communiquer sur vos engagements éthiques, mais la moindre des choses, c'est qu'ils soient réels et que donc vous soyez redevable vis-à-vis de vos consommateurs si on constate l'inverse. » Et puis ce serait une grande première aussi parce que ça permettrait de poser une première pierre justement à cette responsabilité que l'on demande. Et puis, alors à un niveau plus global, il y a cette proposition de loi dont va nous parler maintenant Monsieur Noguès, donc je ne vais pas m'étendre, mais qui permettrait là vraiment de reconnaître une responsabilité générale de ces sociétés donneuses d'ordre sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement, notamment leurs filiales et leurs sous-traitants, et qui permettrait in fine d'avoir un réel accès à la justice pour les victimes de ces impacts négatifs, de ces activités qui ont des impacts négatifs dans les pays du Sud. Donc je n'en dis pas plus sur la proposition de loi.